Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, c'est parti pour le mois de Ramadan. Durant 30 jours, les fidèles vont observer le jeûne et faire des prières. Comment les fidèles musulmans abordent-ils ce mois de pénitence? Vous suivrez quelques réactions dans ce journal. Rencontre avec David Jopogui, agriculteur qui fait des prouesses dans la pisciculture. Il nous explique les avantages liés à la pisciculture dans la ville de Macenta. Dans les rues de Manchester, cible d'une attaque meurtrière mardi dernier, un jeune musulman offre des câlins gratuits histoire de rapprocher les communautés. Voilà pour le sommaire, bienvenue à tous. Bonne nouvelle pour les étudiants des institutions d'enseignement supérieur privés. Ils reprendront les cours ce lundi 29 mai. Après plusieurs jours de débat, cette décision est l'aboutissement de la signature d'un protocole d'accord ce samedi entre la Chambre représentative de l'enseignement supérieur privé et le ministère de tutelle. Reportage Djibril Ba, Aliouba. Les discussions qui ont conduit à la signature du procès verbal ont porté surtout sur le non-paiement des arriérés dus aux universités privées. Ce paiement concerne, selon les négociateurs, les étudiants en licence 3 et plus, aussi la signature et le paiement des contrats des prestations de services des étudiants en licence L1 et 2. Les débats ont permis d'aboutir aux résultats ci-après. Le ministère a fait savoir que la procédure de paiement du deuxième semestre académique était en cours. L'engagement des dépenses est fait et on saura le lundi 29 mai 2017 en cours de journée à quel stade se trouve la procédure au ministère de l'économie et des finances. Poursuivant, le porte-parole indique la disponibilité des résultats du recensement biométrique en juin qui obéira après validation à la signature des contrats des étudiants en licence 1. En ce qui concerne la licence 2, dont les effectifs ont été contrôlés en 2015 et les contrats déjà signés par les fondateurs, les deux parties ont convenu que le ministère signe les dits contrats de prestation de services et engage rapidement les crédits correspondants conformément à la réglementation en vigueur. Il faut préciser que ces contrats pourraient faire l'objet d'un avenant après les opérations de biométrie en cas de nécessité. Les participants à la réunion invitent donc tous les établissements d'enseignement supérieur privé à la reprise des cours en début de semaine, précisément le lundi 29 mai. Les fidèles musulmans du monde ont commencé le mois saint du Ramadan ce samedi en Guinée malgré un contexte difficile marqué par l'accessibilité des produits de première nécessité et la grève dans le secteur bancaire. Ce mois de pénitence et de miséricorde est accueilli avec ferveur et enthousiasme par les pratiquants. Mamadou Kalisso et Yacouba Traoré ont rencontré quelques-uns. Suivez le reportage. Le mois saint de Ramadan est le 4e pilier de l'islam. C'est une période de pénitence, de miséricorde et de partage pour les fidèles musulmans du monde. En Guinée, les fidèles l'ont entamé avec enthousiasme. Nous accueillons le mois de Ramadan dans la ferveur, avec la joie aussi, parce que c'est l'occasion de se rapprocher davantage de notre Créateur et d'exercer notre foi. Donc c'est un mois de pénitence, un mois de dévotion. Derrière cette ferveur, une réalité partagée par tous. Les premiers jours du Ramadan sont souvent difficiles, comme l'expliquent ces fidèles. C'est comme un apprentissage, hein. Quand c'est au début, c'est difficile. C'est le mois de Ramadan. On a fait 11 mois, on a l'habitude de manger matin, midi et soir. Et vous voyez, bon, le Ramadan ça débute, on ne doit pas manger. Donc il faut que le ventre prenne une habitude. Au bout d'une semaine ou 10 jours, l'habitude sera là. Et je crois que le ventre pourra supporter le corps, le mental aussi, et puis le reste, ça viendra. Durant cette période de jeûne, certains musulmans travaillent péniblement. D'autres boycottent carrément le boulot. Mais pour ce mécanicien que nous avons rencontré à son lieu de travail, le Ramadan ne doit en aucun cas empêcher le musulman de travailler. Bon, mais alhamdulillah. Nous sommes exposés au soleil, mais Dieu merci, nous travaillons quand même. Ce n'est pas une raison d'abandonner.
Le ramadan ne doit en aucun cas empêcher le musulman de travailler, au contraire. Cette année, le ramadan arrive dans un contexte où le panier de la ménagère souffre. Certains islamologues interpellent les plus riches afin d'assister les pauvres pendant cette période de carême. Restons dans le même registre pour dire que ce mois saint a de nombreux avantages pour les fidèles musulmans. C'est une occasion pour se rapprocher de Dieu. On écoute le directeur général du Fonds national de la Zakat au micro de Mamadou Kalisso. Le ramadan, c'est le 4e pilier de l'islam. Donc c'est une obligation d'ordre divin pour tous ceux et celles qui se réclament de l'islam. En résumé, nous pouvons dire que le ramadan a des avantages sur le plan spirituel et sur le plan du corps. Donc en quelque sorte, on aime souvent dire qu'il a des avantages pour le cœur et il a des avantages pour le corps. Les avantages spirituels, c'est d'abord cette sensation de proximité d'avec le Créateur pour avoir obéi à une de ses injonctions les plus célèbres et les plus importantes pour l'islam. Parce qu'on peut discuter de beaucoup de choses, mais on ne peut pas discuter des piliers, des fondements de l'islam. Une fois on dit que c'est un pilier, en ce moment c'est une obligation d'ordre divin. Donc cette proximité-là, c'est la chose la plus intéressante pour un musulman. Quand on se sent proche de Dieu, il n'y a rien de meilleur que ça pour un musulman ou une musulmane. Au niveau du côté du corps, vous savez, le prophète à juste titre a dit, il y a plus de 14 siècles, Soumu tasihu, jeûnez, vous allez acquérir la santé. Politique, dans ce journal, les assemblées générales des partis avaient lieu ce samedi et certaines déclarations ont retenu les attentions de nos reporters. Le RPG Arc-en-Ciel et l'UFDG, deux éternels rivaux, se sont à nouveau lancés des piques. Antoine Kourouma revient sur quelques points forts dans cet élément. Suivez. Récemment, à Sigiri, le RPG Arc-en-Ciel a célébré en différé le 26e anniversaire du retour en Guinée d'Alpha Condé. À l'UFDG, on pense que ça a été un échec. Avis que ne partage pas Bantamasso. Aller avec une forte délégation à Sigiri, le résultat est connu. Il n'y a eu personne. Tu ne peux plus aller à Sigiri dire aux Sigirinka que les peuples ne vous aiment pas. C'est terminé. Sigiri s'est mobilisé comme un seul homme. Je ne fais pas de commentaires là-dessus. Sigiri et Alpha Condé. Mais je tiens à vous dire que ce n'est pas Alpha Condé qui a été accueilli le 23, mais c'est Bantamasso qui a été accueilli. Autre question soulevée au cours de ces meetings, c'est bien la question des élections locales futures. Le vice-président de l'UFDG soupçonne le chef de l'État de vouloir briguer un 3e mandat à travers le retard accusé par ces élections. L'intention de M. Alpha Condé, on vous a dit la semaine dernière, il ne veut pas organiser les élections communales, il veut organiser les élections législatives parce qu'il veut un 3e mandat. Nous attendons. Et cette réaction de Bantamasso qui peut surprendre plus d'un et qui donne à réfléchir. Ceux qui pensent qu'en 2020, ils ont le pouvoir, ils se trompent. Il y a des gens qui sont prêts aujourd'hui à prendre leur PG, à prendre les destinées de leur PG, qui sont plus jeunes qu'eux. Le président Alpha Condé a commencé de bonnes choses en Guinée. Nous allons continuer là-dessus. À travers ces propos du ministre conseiller à la présidence, les choses semblent se préciser. Pour 2020, le président guinéen pourrait jeter l'éponge au profit d'un candidat plus jeune qui défendra les couleurs du RPG Arc-en-Ciel. Attendons de voir. Restons toujours avec le parti au pouvoir avec Bantamasso qui apparemment est résolu à lutter contre les candidatures indépendantes en leur sein. Pour lui, tout candidat aux élections prochaines doit provenir de la liste du RPG Arc-en-Ciel. Il est au micro de Bassekou. Quand on est RPG, on doit être RPG. Mais on ne peut pas dire au RPG, vive Alpha Condé, je n'ai pas de RPG.
Ça, c'est un pied dehors, un pied dedans. Un pied dehors, un pied dedans, c'est dehors. Donc, tout cadre ou tout militant, entre guillemets, qui dira que oui, je suis Alpha Condé, mais je ne veux pas le RPG, je dirige une liste indépendante, ça, nous considérons cette liste comme nos adversaires purs et durs. Donc là aussi, c'était vraiment clair. Et ça, je réaffirme cette position. Aux prochaines élections communales et communautaires, le RPG Arc-en-Ciel présentera une liste sur laquelle nos alliés, la société civile, les personnes de ressources, toutes les personnes qui seront d'accord avec nous pour changer nos communes. Dans l'actualité encore, la 7e réunion de pêche du comité de pilotage régional du PRAO se poursuit à Conakry. 10 pays de la sous-région participent à la rencontre. Pendant 5 jours, les experts vont chercher à harmoniser les 2 premières phases du projet. Faut-il le souligner, les différents États n'ont pas adhéré à la même période. Explication, Mamadou Sadio Baldé, Mamadou Souma. Le programme régional des pêches de l'Afrique de l'Ouest est un projet de la Banque mondiale qui vise à aider les États de la région à tirer un meilleur profit de l'exploitation de leurs ressources. À chaque étape de l'exécution du projet, un bilan et des perspectives sont notés. Ce projet, disons, a été logé au niveau de la Commission sous-régionale de pêche parce qu'il y a une unité de coordination régionale que la CCP abrite. Et chaque année, nous faisons un comité de pilotage pour recenser les activités qui avaient été programmées, recenser ce qui a été fait, ce qui reste à faire, tout ce qui concerne, disons, les recommandations par rapport à l'étape suivante. Aujourd'hui, note la secrétaire permanente, le projet est à la croisée des chemins. Certains États ont largement tiré profit, d'autres par contre commencent à peine à bénéficier des retombées du programme. Cette réunion définira comment les experts vont harmoniser les différentes phases. La Guinée et la Mauritanie qui sont rentrés dans le processus l'année dernière et l'entrée de la Gambie et de la Côte d'Ivoire est attendue. Donc pour les autres États qui ont commencé en 2010, il s'agit d'aller vers une seconde phase. Et à l'occasion de cette réunion, nous allons examiner le cadre de résultats pour pouvoir voir qu'est-ce qui sera fait au niveau de cette deuxième phase. Le ministre des Pêches et de l'Aquaculture guinéen attend des experts des recommandations réalistes et réalisables. Je demeure convaincu que de vos discussions sortiront des activités qui permettront d'accroître davantage les bénéfices tirés de l'exploitation des ressources halieutiques. Mesdames et messieurs, je ne saurais terminer mon propos sans adresser de façon appuyée à la Banque mondiale les remerciements du gouvernement guinéen pour son appui à la formulation de son important programme. Conférence de presse de la Direction nationale de la petite enfance ce matin. L'objectif est d'expliquer les activités prévues pour le mois de juin consacrées à l'enfance. Il s'agit du lancement des activités Afria avec pour mission promouvoir l'éducation dans cette zone. Également à Kouroussa pour sensibiliser contre l'exploitation des enfants dans les mines entre autres. Compte rendu, Alseni Bari, Aliouba. Cette année, le lancement du mois de l'enfant aura lieu le 31 mai à Fria, sous l'égide de la primature. L'idée est de promouvoir l'éducation des enfants dans cette préfecture fortement touchée par la fermeture de l'usine Frigia. Nous allons à Fria lancer le mois de l'enfant sous le signe que l'Union africaine demande à ce que nous puissions faire en sorte que tous les enfants aient les mêmes chances à l'égalité. Nous estimons que cet état de fait a défavorisé à un moment donné des enfants par rapport à d'autres enfants. Pour la même occasion, une autre activité sera organisée à Conakry. Elle sera dénommée le Cercle des enfants et des parents. Il s'agit de promouvoir la lecture dans le cadre de l'événement Conakry, capitale mondiale du livre. Entre le 10 et le 11, on aura donc une activité qui va concerner les enfants et les mères, les parents. Ce sera de faire en sorte que nous puissions promouvoir la lecture, l'écriture, les chants, ce qu'on a appelé le cercle des enfants, qui va être organisé au jardin du 2 octobre. Le thème national pour ce mois de l'enfant, prévu en juin prochain, est « Sortons nos enfants des mines
pour le chemin de l'école. Une équipe se rendra dans des zones minières, notamment à Kouroussa, pour une large sensibilisation des populations sur le bien fondé de la formation et de l'éducation des enfants. Nous pensons que cette année, on peut faire un zoom sur Kouroussa, qui est aussi une zone d'exploitation minière artisanale très importante, et faire en sorte que des populations puissent identifier quelles sont les voies et moyens pour sortir plus les enfants des mines et les mettre à l'école. Tout cela donne des chances aux enfants, tout cela donne des possibilités, la chance et les possibilités aux enfants pour qu'ils puissent s'épanouir. Le président de la République, actuel président en exercice de l'Union africaine, profitera de ce mois de l'enfant pour procéder officiellement au lancement de la campagne de lutte contre le mariage des enfants. Après les dégâts causés au Palais du Peuple, les travaux de réparation sont déjà entamés. Ce samedi, le responsable de SESCOM, structure organisatrice de l'événement du 25 mai, consacré à la fête de l'Union africaine, a engagé des réparations. Il a profité de l'occasion pour faire un point sur les causes des destructions massives de fauteuils dans la salle de congrès du Palais du Peuple. Reportage Abdourahmane Ba, Amaralex Silla. Le Palais du Peuple. C'est dans cette salle que s'est tenu le concert événement du 25 mai consacré à la fête de l'Union africaine. Tout ne s'est pas déroulé comme prévu, comme cela est visible sur ces images. Initiatrice du spectacle ayant abouti à ces dégâts importants, la structure SESCOM s'active pour la réparation des sièges détruits. Je suis venu assister à la réparation des dégâts causés lors de la célébration de la Journée mondiale de l'Afrique. C'est notre charge parce que dans le contrat, c'est que si quand il y a des dégâts, tu répares sans délai, quoi. Maintenant, à toi de t'adresser à ton assureur. Les ouvriers sont à pied d'œuvre pour une réparation rapide. Quant à l'administrateur général du Palais du Peuple, il fustige l'attitude du public qui, selon lui, se laisse toujours emporter par l'émotion. Présent à l'extérieur de la salle lors des cafouillages, il reconnaît la présence de plusieurs agents de sécurité. La sécurité était en place. Ça, j'ai apprécié la gendarmerie qui était là, ils ont fait leur travail. C'est grâce à leur cordon de sécurité que personne n'est tombé, personne n'est blessé, il n'y a pas eu de mort. Le responsable de la structure va endosser les frais de réparation. Il interpelle le public à plus de maturité dans les spectacles. Voilà, donc je demande aux jeunes de nous encourager, nous les opérateurs culturels. C'est très très important. Ce genre de comportement, il ne faut pas que ta joie te pousse à commettre ce genre de dégâts. On n'a pas dit c'est gratuit et faire payer les gens pour qu'ils causent ce dégât-là. Non. C'est leur joie qu'ils ont manifesté comme ça pour commettre ce dégât. Et moi, ils augmentent mes charges. Pour l'administrateur général du palais, plusieurs brebis galeuses se mêlent souvent au public pour commettre des dégâts. Ajouté à cela, il admet la vétusté des sièges de la salle des congrès du palais, qui a bénéficié de retouches qu'à l'occasion du cinquantenaire de l'indépendance de la Guinée en 2008. Conflit domanial entre Mariama Djoulde Diallo et son ex-époux Abdul Gadiri Bandé à Yoropoguia dans la préfecture de Dubreka. La femme reçoit des menaces de libérer le domicile qu'elle occupe avec ses deux enfants. Impuissante devant les tribunaux, Mariam Djoulde demande l'implication des autorités administratives avant que le pire n'arrive. Pour y voir clair, dans cette affaire, Malik Sandiana Kamara et Mohamed Aloussien Kamara sont allés à la rencontre des deux parties à Yoropoguia. Reportage. Dans la maison, ainsi que dans la cour, tout est éparpillé par Abdul Gadiri Baldé, l'ex-époux de Mariam Djoulde qui réclame cette maison après divorce. La dame n'est pas prête à céder à la pression. Elle persiste à rester ici puisque la maison porte le nom de son premier fils. Pour l'homme, la dame veut s'approprier des lieux alors que les décisions de justice lui sont favorables. Le procureur du cour d'appel m'a dit, madame, on a eu une exécution contre votre maman. Votre maman va quitter. Mais vous avez le droit de rester dans la maison parce que la maison porte le nom de votre enfant. C'est la foutaise qu'elle veut nous montrer. Donc, comme on est allé à la justice, du Dubreka et du cour d'appel, c'est gagné. On a poussé jusqu'à la vieille est sortie. Maintenant, elle est venue se remplacer le vieil
Soi-disant que maintenant c'est pour elle. Derrière ces conflits domaniaux se cachent les raisons de leur divorce. Mariam Djoulde révèle qu'elle est venue surprendre en flagrant délit son mari et sa sœur de lait dans une situation douteuse dans la chambre. C'est ainsi, elle a demandé divorce, nous explique-t-elle. Un argument balayé d'un revers de la main par l'autre camp. Je rentre dans ma maison, effectivement, j'ai trouvé mon mari couché avec ma soeur. En vrai dit, il y a eu le bagarre, je n'ai pas pu supporter. Ça, c'est faux. Toutes les choses qu'ils sont en train de dire, c'est pour que, coûte à coûte, pour qu'ils récupèrent ma maison. Meurtrie, la dame dit avoir tapé à toutes les portes afin de vivre en paix avec ses enfants dans cette maison, mais en vain. Fort des décisions rendues par la justice, Abdul Gadiri exige la libération de la maison par son ex-épouse au risque de passer à la vitesse supérieure. J'attends la justice pendant une semaine, 2 semaines. Si ça ne résout pas, je viens, c'est ma maison, je vais mettre l'essence. Si c'est la prison, si la mort, je suis prêt. Quelle relation entretiendrait de nos jours Mariam et sa petite sœur, celle qui serait la cause du divorce et le début d'un conflit domanial du couple? Ma mère m'a dit, tu peux divorcer avec ton mari, mais tu ne peux pas divorcer avec ta soeur. Depuis octobre 2015, cette affaire se trouve à la justice et elle semble loin d'arriver à terme. Comme annoncé au sommaire, il est agriculteur, mais c'est dans la pisciculture qu'il pense pouvoir aller de l'avant. David Go-Zopogi, 52 ans, ne cesse de vanter les avantages de la pisciculture et pour nous le démontrer, l'homme nous plonge dans son bas-fond à Massanta. Reportage Mamadou Saliouba, Djibril Kaba Kamara. En haut, c'est un étang de service là où on récupère. Avec ce étang et ses 19 arts, David n'a pas besoin d'une autre activité pour gagner sa vie. Il a choisi la pisciculture depuis maintenant 3 ans. Ce matin, il nous conduit dans son bas-fond pour nous parler de ses ambitions. À première vue, on se croirait dans une zone perdue dans le buisson. Mais ici, c'est plus de 35 kg de poissons qui sont repêchés chaque 6 mois. Aux gens qui font de la plantation de café, cacaoyer, avant de gagner le bénéfice, c'est un peu long. Mais la pisciculture, au bout de 3 à 4 mois, tu as déjà les poissons. Au bout de 6 mois, tu vas faire la pêche et ça aide beaucoup. Pour réussir son pari, l'homme a investi seulement 8 millions de francs guinéens. Il ne le regrette pas, il empoche plus de 7 millions de francs guinéens par an. Avec ce temps de barrage, il fait grossir les poissons à l'aide de déchets des porcs qu'il élève juste en haut du plafond. Il ne perd rien, il est plutôt inquiet parce qu'il lui faut des moyens pour aller encore plus loin. Actuellement, les moyens ne nous permettent pas de conserver le poisson. On n'a pas, le froid industriel n'est pas développé en Guinée. Dès qu'on pêche seulement, on est obligé de vendre à basse prix et puis se retourner. Pour ne pas que ça pourrisse avec nous. Ici, ce n'est pas l'eau qui est le problème. Elle coule toutes les saisons, il suffit juste d'en profiter. Si tous les bas-fonds, ou bien la moitié des bas-fonds est aménagée en riziculture, je crois que c'est une affaire qui pourra dépasser Massanta. Massanta ne pourra pas consommer tout ça. À Massanta, on compte plus de 2000 bas-fonds. La quasi-totalité est laissée aux soins de la nature. David se présente en sauveur. Avec l'aide de l'État, il se voit exportateur de poissons à grande échelle. Les maîtres... Remise ce vendredi des lots à la lauréate de la 2e édition du Festival panafricain des grillades. Il s'agit des outils et ingrédients de cuisine offerts par Nestlé Guinée et de la boisson donnée par la société de brasserie de Guinée, Sobragui. La directrice des restaurants Coup de Frein a aussi bénéficié d'un billet aller-retour sur Kinshasa pour y participer à la 5e édition du Festival panafricain des grillades. Mariam Nabé, Amara Alexisela l'ont rencontré. Suivez. Elles étaient 27 candidates à la 2e édition du Festival panafricain des grillades qui s'est déroulé les 29 et 30 avril dernier à Conakry. La directrice des restaurants Coup de Frein a été élue lauréate à l'unanimité des membres du jury. Je ne savais pas que j'allais être la première. J'étais la dernière personne à m'inscrire. Bon, je sais quand même que je l'ai mérité. 27 candidates et puis je suis la gagnante.
c'est que vraiment je l'ai mérité. Et à partir de la dégustation du poisson, je pense qu'elle avait présenté, et de la présentation même du plat, qu'elle a été sélectionnée. Les sponsors ont accompagné l'événement qui a enregistré, selon les organisateurs, plus de 600 000 personnes. Nestlé Guinée a offert des cadeaux. Vous avez 30 seaux 20 litres avec couvercle, vous avez 2 parasols, des lots d'éventail, des bols 1200, 12 tabliers et 3 cartons de magie tablettes. À noter que pour la consommation de 6 personnes, on doit utiliser 2 tablettes. UCAM, un des sponsors de l'événement, offre un voyage à la lauréate pour participer à la 5e édition du Festival panafricain des grillades à Kinshasa. Pendant un an, Fatoumata Sako est ambassadrice du Festival panafricain des grillades et de ses partenaires. Culture et sport dans ce journal. Le Comité international olympique a désigné le secrétaire général du ministère en charge des sports, Fodeba Istokera, pour le prix CIO 2017. Après une sélection très serrée, Istokera a obtenu 99 points sur 100, un score qui suffit largement pour être élu CIO de l'année. À cela, il faut ajouter que le comité a aussi tenu compte de son engagement sans limite à soutenir le sport et la culture dans son pays. La remise de ce trophée s'est tenue hier dans un réceptif hôtelier de la place. Reportage Seydou Bari, Amarelex Silla. Le Comité international olympique décerne chaque année un trophée à un activiste du sport dans le monde. Pour cette année, c'est la Guinée qui est à l'honneur. Après avoir rempli les critères de choix, le secrétaire général du ministère en charge des sports et de la culture est désigné par l'Organisation internationale olympique. Devant une myriade de personnalités publiques du pays, l'heureux récipiendaire s'est réjoui de cette distinction. C'est un sentiment de joie, de satisfaction, mais j'accepte ce trophée du Comité international olympique avec beaucoup d'humilité et dire merci à tous ceux qui, de près ou de loin, ont participé à me façonner, à me donner, n'est-ce pas, le sens de la responsabilité dans le cadre du leadership. Et ce prix me galvanise à plus d'un titre à m'engager davantage dans la promotion du sport et de la culture dans notre pays. Présent à cette consécration de son secrétaire général, le ministre de la Culture, des Sports et du Patrimoine historique n'a pas tari d'éloges à l'endroit de son collaborateur. Je considère que ce trophée n'est pas seulement un trophée qui lui a été décerné par le Comité international olympique. C'est un trophée qui lui est décerné aujourd'hui par l'ensemble des scrutateurs, par l'ensemble des observateurs de la scène culturelle et sportive guinéenne. Quand vous observez le combat et la bataille livrée par Fodeba Istokera depuis 1984 jusqu'à nos jours, depuis la libéralisation des initiatives culturelles et sportives dans notre pays jusqu'à nos jours, vous allez voir que ça a été un combat de titans. Pour rappel, la cellule organisatrice de ce sacre exige la sélection des candidats au niveau national à travers les comités nationaux olympiques avant d'arriver au niveau central qui désigne le gagnant. Pour cette année, le sport et la culture au-delà des frontières étaient le thème choisi. C'était l'essentiel des infos. Merci de votre attention. L'info continue sur notre site espacetvguinée.info. Allez, bon début de Ramadan à tous les fidèles musulmans. Excellente soirée chez vous.